Catherine. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Donc Catherine Samary, tu es économiste altermondialiste, tu es membre du conseil scientifique d'ATTAC, tu es spécialiste de l'Europe de l'Est et des Balkans, et tu es militante de la gauche radicale, membre du NPA et de la quatrième internationale. On te remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et donc, ce dont on voulait discuter avec toi aujourd'hui, c'est d'un sujet d'actualité, qui est la situation en Ukraine, la situation en Ukraine et autour de l'Ukraine, hein, on a envie de dire. Et peut-être pour commencer par l'actualité la plus immédiate, même si on va probablement dans la discussion revenir sur finalement les causes profondes, hein, qui expliquent la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, le président ukrainien annonçait qu'il craignait une invasion russe dans les 24 heures. Qu'en est-il exactement? Et finalement, comment on en est arrivé à cette situation où c'est une menace de guerre chaude aux frontières de l'Europe, une menace que certains qualifient comme menace la plus importante depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Oui, d'abord merci pour l'invitation. C'est une situation et une discussion compliquée et effectivement dangereuse. Il y a un titre de Politis qui était poker, jeu de poker sur un volcan. Est-ce qu'il y a un risque réel d'intervention ou pas? Dans tous les cas de figure, il y a un vrai jeu d'apprenti sorcier, il y a un vrai danger que toute source confondue est, disons, identifiée à le plus grave des dangers de confrontation militaire, effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale. On évoque aussi la crise de 62 avec les missiles à Cuba. Bon, donc, bien, donc les faits. Alors, les faits, du côté d'abord les faits avec discours officiel. Hein. Donc du côté des États-Unis, tu évoquais tout à l'heure le discours donc du président ukrainien, mais du côté des États-Unis depuis le mois de novembre, en gros, 2021, de façon absolument récurrente jusqu'à hier et aujourd'hui, est annoncé un danger d'intervention imminente, de guerre imminente de la Russie avec le déploiement des forces sur le terrain. Et du point de vue du discours, d'abord du point de vue des faits, il y a effectivement un déploiement d'une part à la frontière de l'Ukraine, de plus aujourd'hui ça fait plus de 100 000 forces sur le terrain. Deuxièmement, déploiement sur une autre partie des frontières de l'Ukraine du côté de la Biélorussie. Et troisièmement, il y a qui entoure également, donc il menace également de façon directe l'Ukraine, ce qui se passe en mer Noire, à partir, donc sur le plan de la flotte russe, avec la base navale en Crimée, Sébastopol, etc. Donc ça, ce sont les faits. Quel est le discours officiel russe face à ce déploiement réel? Alors, il y a eu une combinaison de discours. Il nie toute volonté d'invasion de l'Ukraine. Le représentant, le diplomate russe auprès de l'Union européenne hier a ceci dit exprimer la chose sous l'angle de la façon suivante en disant nous n'avons aucune intention d'envahir l'Ukraine sauf si on nous provoque. Alors, le sauf si on nous provoque, évidemment, est sujet à interprétation. Alors, sinon, les discours officiels ont combiné plusieurs explications, si je puis dire. D'une part, le fait qu'il s'agirait d'exercices et d'opérations militaires normales qui se déploient de façon régulière et qui ont été annoncés, sauf qu'ils ont été annoncés très peu à l'avance, et que, bon, alors, allant de cette thèse, le discours de ce matin, hier et ce matin, de représentants
illustre cette idée d'exercice déployé notamment depuis décembre, en disant d'ailleurs les premiers bataillons qui ont été déployés retournent maintenant dans leurs casernes. Et on a signalé aujourd'hui un début de retour effectivement de certains bataillons dans les casernes. Mais ça ne dit rien pour le reste. Officiellement, il y aura de possibilités de retour. Deuxième discours, il a été évoqué un déploiement, je dis bien un discours officiel russe, hein, un déploiement préventif défensif, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui menaçons d'intervenir, nous au contraire, qu'il y a une menace de la part du président ukrainien Zelensky, avec l'appui des États-Unis, etc., pour une attaque donc, venant de Kiev sur les républiques autoproclamées populaires, donc à l'intérieur du Donbass, avec un discours de récupération de cette zone qui est un conflit donc enfin encore ouvert, avec une quinzaine de morts depuis le début, depuis 2014. Ouais. Ben justement, par rapport à ces deux types de discours, en fait, ce à quoi on assiste dans le discours médiatique, mais aussi dans un certain discours militant, c'est finalement une espèce de course à l'échalote pour dire qui est plus responsable que l'autre, finalement, entre d'un côté les États-Unis, l'OTAN, et de l'autre côté la Russie de Poutine, enfin, qui est le plus responsable de cette situation qui pourrait dégénérer. Et finalement, dans quelle mesure, plutôt que de se poser cette question-là, ce qu'il faudrait se demander, c'est par quel développement on en est arrivé là, et dans quel processus plus long ça s'inscrit. Tu évoquais 2013-2014, parce qu'effectivement, déjà à ce moment-là, en Ukraine, il y a eu une crise militaire importante. Mais finalement, ce qui s'est joué à ce moment-là était aussi la résultante de dynamiques plus profondes et d'affrontements de blocs entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, dans la foulée, on va dire, de la nouvelle situation créée par la chute de l'Union soviétique. Donc sans forcément remonter dans le détail sur tout ce qui s'est passé depuis 91, finalement, dans quelle mesure ce qui se joue en Ukraine dépasse très largement finalement l'Ukraine elle-même, et l'affrontement entre blocs qui est derrière, en quoi il est révélateur de rivalité entre des grandes puissances qui jouent chacune leur carte et au final se préoccupent assez peu du sort du peuple ukrainien. Oui, tout à fait. Tu as bien fait le tour des problèmes. On peut peut-être diviser en tes deux questions, finalement, tes deux ensembles de questions. Il y a d'une part une rivalité, effectivement, sur le court terme, sur l'immédiat, sur quelle est la cause de la situation actuelle. De-delà de ça, remonter à des causes plus profondes, y compris l'interprétation du conflit de 2014, etc. Donc, on va le faire peut-être en deux temps. Une des difficultés, notamment donc, pour toute la gauche radicale anti-impérialiste, je partirai peut-être de ça, c'est ce qu'on peut appeler des lectures campistes. Donc là, je parle des lectures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par campiste? C'est un peu l'idée de la thèse d'un ennemi principal, d'un point de vue anti-impérialiste. Hein, avec depuis la chute de l'URSS et la recomposition de la force de Poutine et y compris de la Chine. Donc deux types de discours. Alors sur les événements ukrainiens, un premier type de discours que l'on trouve dans la gauche à l'intérieur, dans le monde entier, hein, aux États-Unis comme en France en partie, etc., mais qui ne concerne pas que la gauche, c'est, je dirais, un discours qui fait un discours entre guillemets pro-russe. Alors, on peut le présenter sous l'angle anti-impérialiste américain, anti-OTAN, c'est-à-dire ennemi principal, l'impérialisme classique américain. On a eu ce discours-là aussi en 2014 et on l'a eu aussi sur d'autres conflits. Alors, avec le point d'appui sur ce que dénonce Poutine, et ce n'est pas parce que Poutine le dénonce que c'est faux, évidemment, qu'il y a donc un élément. Alors, j'insiste sur cet aspect vrai-faux. Dans les deux
présentation que je vais faire des deux points de vue campistes, je sélectionne ce qui est vrai. Il y a évidemment des mensonges, mais je dirais le problème principal de ce que j'appellerais le campisme, c'est la sélection d'un ennemi principal avec un peu la logique, les ennemis de mon ennemi sont mes amis, et d'autre part le silence sur celui qui n'est pas considéré comme l'ennemi principal. Voilà. Et donc, un silence qui n'est pas nécessairement, donc plus qu'un mensonge explicite. Et comme ça s'appuie sur des faits vrais, alors c'est quoi les faits vrais de cette interprétation, première interprétation contre un vrai impérialisme américain dont la force de frappe internationale, je ne la développe pas ici, elle est bien connue par tous nos camarades et au-delà. Bon, c'est le fait que effectivement, quand l'Union soviétique s'est dissoute, quand il y a eu la négociation autour de la chute du mur de Berlin entre 89 et 91, avec Gorbatchev avant même la chute de l'URSS, il y avait deux pactes de la guerre froide qui existaient, l'OTAN et le pacte de Varsovie, derrière l'URSS. Et le pacte de Varsovie a été dissous en 1991 et avec la fin de l'URSS, on pouvait s'attendre à la dissolution de l'OTAN. Et il y a eu des promesses dans ce sens-là, faites à Gorbatchev et aux puissances russes. Or, l'OTAN non seulement ne s'est pas dissoute, mais s'est étendue systématiquement vers l'Est et y compris avec une intervention, on y reviendra peut-être donc sur la guerre en Yougoslavie, mais s'est étendue jusqu'aux frontières de l'URSS, ou plus exactement de tous les anciens pays dits de l'Europe de l'Est qui sont devenus membres de l'Union européenne sont actuellement membres de l'OTAN. Et la dernière frange territoriale de pays qui proviennent, qui n'étaient pas des pays indépendants comme les pays d'Europe de l'Est, mais qui étaient membres de l'Union soviétique, et qui sont devenus des États indépendants après 91 et qui sont entre la Russie et l'Union européenne, sont les cibles actuelles justement de l'adhésion à l'OTAN. L'OTAN leur a promis une future adhésion tout en différant cette adhésion parce que les membres ouest européens de l'OTAN sont sensibles au fait que ce soit Poutine ou un pouvoir démocratique en Russie, l'extension de l'OTAN, premièrement, n'est pas légitime, et deuxièmement, elle est aux frontières de la Russie, un vrai problème. Bon. Alors, entre parenthèses, par rapport à cette première interprétation, je signale qu'aux États-Unis même, des forces politiques, y compris à l'intérieur de l'establishment, c'est-à-dire qui n'ont rien de gauchiste, considèrent que l'extension de l'OTAN et l'extension encore ultérieure maintenant de l'OTAN en Ukraine et dans les autres pays limitrophes relèvent d'une humiliation et d'une provocation extrêmement dangereuse, et ils disent qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, le Mexique décidait d'intégrer un traité militaire avec la Chine aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, il y a une première thèse là, une première interprétation qui met l'accent critique sur la question de l'OTAN. Une deuxième thèse met l'accent sur un deuxième impérialiste qui émerge de l'après 1989, c'est un impérialisme russe qui n'a pas du tout la même force, évidemment, internationale, y compris militaire, même si c'est une puissance militaire réelle au niveau régional. Au niveau international, ce n'est pas la même puissance que les États-Unis, mais la Russie a modernisé sa capacité d'intervention, y compris dans des conflits en Syrie et en envoi de mercenaires, y compris en Afrique aujourd'hui, le bataillon Wagner qui est intervenu en Bosnie-Herzégovine, qui est intervenu dans les républiques populaires, entre guillemets, du Donbass. C'est un bataillon de mercenaires à la solde du pouvoir russe, mais qui, par ailleurs, évidemment, est un complément par rapport à une vraie force de frappe qui s'est consolidée
dans la période récente, parce qu'il y a eu d'une part le conflit en Biélorussie, la Biélorussie qui était un peu comme l'Ukraine entre l'Union européenne et la Russie, et qui cherchait à développer des relations sur les deux terrains. Et je dirais simplement pour terminer cette description-là que l'expansion impériale, entre guillemets, russe, ou sans guillemets d'ailleurs, hein, s'est faite d'une part en Biélorussie et au Kazakhstan récemment, via la mise en place d'un deuxième traité militaire qui fait face à l'OTAN, qui est l'OTCS, c'est-à-dire l'Organisation du traité de sécurité collective, qui englobe plusieurs pays autour de la Russie, dont l'Arménie, mais aussi bon, donc, le Kazakhstan. Et donc la Russie est en mesure de déployer des muscles, si je puis dire, avec une vraie force de frappe régionale et qui plus est, ce qui inquiète évidemment l'establishment états-unien, impérialiste états-unien, des liens nouveaux sans précédent avec la Chine qui se sont concrétisés ces jours-ci face aux menaces venant de l'OTAN, de l'Occident, etc., de régir le monde. Donc il y a, je dirais, sans remonter dans l'histoire pour l'instant, simplement pour ce premier panorama, un ordre mondial dans lequel il y a plusieurs forces que personnellement je caractérise d'impérialisme avec des capacités d'intervention différentes, qui ne sont pas progressistes, ni les unes ni les autres, par rapport à leur population et leur politique économique, et y compris leur régime politique, bien sûr. Vu de l'Ukraine, l'impérialisme immédiatement menaçant, c'est celui qui vient de Russie, bien sûr, parce que l'OTAN s'intéresse à la Chine et ne s'intéresse pas à l'Ukraine. Et les États-Unis ne voudraient pas perdre un seul homme pour l'Ukraine et ne sont pas prêts à faire la guerre pour défendre l'Ukraine. Donc ça, c'est, si tu veux, si vous voulez, ces deux lectures immédiates oui, du conflit. Ouais. Et du coup, tu as raison et tu as en fait répondu déjà un peu à là où je voulais aller sur le terrain du positionnement campiste, où finalement, ce à quoi on assiste une fois de plus malheureusement, c'est que au nom d'une lecture finalement en termes de rivalité entre grandes puissances qui est juste, certains en viennent à faire des calculs sur le thème qu'est-ce qui pourrait affaiblir ou pas le danger ou la menace principale ou l'impérialisme principal, et où sans revendiquer un soutien explicite au pouvoir Poutine, mais comme ça avait pu être le cas avec Bachar al-Assad ou avec quelques autres, en viennent finalement à nier les réalités des menaces qui peuvent peser sur des populations au nom de calculs exclusivement vus au niveau des États, quoi. Et du coup, peut-être pour avancer finalement, dans beaucoup de discours, alors soit très soit très pro États-Unis, soit très campiste, finalement, il y a un grand absent, c'est le peuple ukrainien. Donc il ne s'agit pas de dire que pense le peuple ukrainien, parce qu'on sait bien que ça n'a pas de sens, mais finalement, dans quelle situation se trouve aujourd'hui la population ukrainienne dans sa diversité, et finalement quels débats peuvent la traverser, et quel type finalement de discours, au pluriel, où il peut y avoir en Ukraine par rapport à la situation dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui, et par rapport aux velléités des uns et des autres, que ce soit la Russie ou que ce soit l'Europe et les États-Unis. Absolument. Et je pense que si on veut proposer une alternative progressiste internationaliste aux discours campistes qui sont anti-impérialistes, il faut construire un anti-impérialisme par en bas. Et un anti-impérialisme qui dénonce
tous les adversaires des populations, sans, alors en comprenant bien, évidemment, que vu d'Ukraine, il y a un danger immédiat qui est la non-reconnaissance par la Russie d'une comment dire, d'une identité ukrainienne. Alors, et là, il y a un problème d'autodétermination. On peut dire que il y a une histoire longue sur laquelle on ne reviendra pas du passé ukrainien avant l'URSS et pendant l'URSS, pendant les différentes guerres mondiales, etc. Mais l'État ukrainien né tel qu'il émerge de l'URSS en 1991, dans les frontières qui émergent de l'URSS en 1991, a fait un référendum d'autodétermination en 1991 et malgré la diversité à la fois socio-économique, linguistique et régionale de l'Ukraine, ce référendum a été massivement en faveur de l'indépendance ukrainienne, y compris dans les régions qui sont donc en gros l'Ukraine. Il y a un est plus industriel et qui est plus proche qui était plus proche évidemment de l'URSS avec et qui était plus proche donc de la Russie, un ouest, alors un centre un peu entre les deux, mais avec un ouest qui est plus proche donc de l'Union européenne. Ça se reflète aussi sur le fait qu'on parle davantage le russe dans les régions de l'Est, mais attention, les deux langues, le russe et l'ukrainien, sont très proches et tout le monde est en fait bilingue. Et ça n'est pas parce qu'on a des sympathies ou des liens économiques ou même des nostalgies pour l'ancienne Union soviétique ou des volontés de lien avec la Russie, qui ne signifie pas vouloir s'intégrer à la Russie parce que le régime de Poutine n'est pas très attractif. Hein. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a donc une volonté de lien avec la Russie et qu'on parle le russe, etc., qu'on ne se sent pas ukrainien et qu'on ne veut pas être respecté. Mais le respect, ça implique une démocratie interne au régime ukrainien. Et cette démocratie interne au régime ukrainien, elle est confrontée à d'énormes fragilités. D'une part, c'est vrai de tous les régimes qui se sont transformés d'anciens pays socialistes en sociétés capitalistes, et c'est vrai de toutes les sociétés de l'ordre mondial capitaliste aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique universelle qui est mise en œuvre et qui est proposée en Ukraine par l'Union européenne comme par le Fonds monétaire international pour gérer sa dette notamment, c'est une politique de démantèlement économique de tout ce qui pouvait rester de services publics, etc. Mais c'est la même politique que Poutine cherche à imposer et à réaliser en Russie, en Russie même. Donc il y a donc sur le plan de la démocratie, alors, d'une part, un démantèlement des syndicats ou une corruption des syndicats qui ont été très forts. Il y a les luttes des mineurs du Donbass en 80, avant l'éclatement de l'URSS, ont une très très grande force, mais ils ont été confrontés au démantèlement, à la récupération, à la canalisation, etc. Et il y a eu dans la période tout à fait récente, en 2020, de nouvelles luttes sociales dans la ville natale du président actuel, d'ailleurs, qui est Kryvyi Rih, dans lequel il y a des mineurs qui ont fait plus de 40 jours de grève souterraine soutenue par une vraie mobilisation populaire pour défendre des droits sociaux de base. Et je pense que fondamentalement, en Russie comme en Ukraine, derrière les problèmes de l'absence de démocratie, il y a le démantèlement des droits sociaux et syndicaux de base pour la population qui est le premier élément. Et dans une situation comme l'Ukraine où il y a des différenciations culturelles, historiques, régionales, où les héros des uns du passé sont les ennemis des autres, etc., la confiance et la consolidation de l'État-nation en formation implique une vraie démocratie. Alors, le mot d'ordre, nous n'avons pas, ni moi, ni personne extérieure à l'Ukraine, à dire quel doit être le contenu
du fonctionnement de l'Ukraine, de ses choix d'appartenance à tel ou tel, ensemble sur le plan économique. Sur le plan militaire, c'est un autre problème, on y reviendra en conclusion, mais sur le plan des choix, des liens, un tiers du commerce de l'Ukraine se fait avec l'Union européenne, un tiers avec les anciens pays de l'URSS et un tiers à l'extérieur et notamment avec la Chine. Il est absurde pour l'Ukraine comme pour la plupart des pays limitrophes de ce type de vouloir imposer des relations exclusives. Bon, donc premièrement. Deuxièmement, du point de vue de l'autodétermination, quand je parlais de démocratie, c'est aux populations de tout l'ensemble de l'espace ukrainien d'avoir un grand débat et d'avoir des propositions et un vote sur le mode de fonctionnement. Ce qui est proposé, notamment dans la région du Donbass, c'est une forme de régionalisation. Bon, certains craignent à juste titre que cette logique de régionalisation soit instrumentalisée par la Russie, ce qui est le cas, pour mettre en place tout simplement des marionnettes à la tête de républiques soi-disant populaires qui n'ont rien de démocratique, et de façon à pouvoir de l'extérieur, sans intervenir de façon militaire ou très peu, avec une présence tout à fait limitée, rester à l'extérieur, mais avoir une possibilité de déstabiliser la vie politique interne ukrainienne pour essayer d'avoir un contrôle sur qui est au gouvernement et quelle politique internationale mène l'Ukraine. Bon, mais il ne faut pas. C'est une aberration politique antidémocratique et antisociale que de résumer toute aspiration populaire à, par exemple, une régionalisation de l'Ukraine et à la reconnaissance de la langue russe au même titre que de l'ukrainien, etc., comme étant pro-russe, anti-ukrainien, ou comme étant une instrumentalisation de Poutine. De même, les révolutions successives qui ont été caractérisées comme révolutions colorées, instrumentalisées par l'extérieur, etc. Il faut, bon là j'ai pas le temps, donc j'ai fait des articles à l'époque et qui ont été reproduits à l'époque dans le journal de la SCR ou du NPA. Donc il faut faire l'analyse concrète de chaque contexte en mettant l'accent sur ce que revendiquent les populations et ne pas résumer tout à l'instrumentalisation des mobilisations populaires par des forces d'extrême droite, ce qui a été le cas en 2014 en partie, par des forces de droite internationale et impérialiste, que ce soit du côté de l'Union européenne ou de l'OTAN. Il y a des vraies aspirations ukrainiennes à vivre mieux et démocratiquement. Et en 2014, la majorité de la population ukrainienne était pour un statut de neutralité militaire. Et donc, ce qui a modifié cet état d'esprit dans un sens pro-OTAN, c'est le comportement de Poutine, c'est le comportement, y compris le discours qui a été publié récemment à la fin de 2021 par Poutine, qui considère que l'Ukraine, c'est simplement la frontière, que c'est la Russie, que tout ça, c'est un seul et unique peuple. Il va probablement y avoir une unification avec la Biélorussie, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, avec l'Ukraine, c'est évidemment un grand mépris. Bon. Et donc, c'est ce mépris, et y compris la façon dont la Crimée a été récupérée et dont le Donbass est instrumentalisé, qui pousse de plus en plus une part de la population à se tourner vers l'OTAN. Alors, les camarades ukrainiens qui sont internationalistes et qui essayent de résister, premièrement, ils disent c'est aux Ukrainiens de décider, et c'est ni un pouvoir russe, ni un pouvoir aux États-Unis ou l'Union européenne. Donc, il doit y avoir un processus de décision. Alors, de toute façon, il y a une grande hypocrisie parce que l'Union européenne, en ce qui concerne les adhésions, l'Union européenne ne propose absolument pas à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. On pourrait d'ailleurs dire qu'à la fois, nous considérons que ce n'est pas un idéal que d'adhérer à l'Union européenne et nous avons une position très critique et de remise en cause des traités de l'Union européenne, mais nous pouvons en même temps défendre que c'est aux Ukrainiens eux-mêmes de le décider. Hein, bon. Donc, mais l'Union européenne ne le propose même pas.
Ce qu'elle propose, c'est un partenariat de libre-échange radical, Hmm. donc qui facilite la libre circulation, qui donne un peu certains éléments, mais qui fondamentalement ne correspond pas à un statut égal de membre dans l'Union européenne. Premièrement, une hypocrisie. Mais enfin, en mettant ça de côté, l'adhésion à l'Union européenne ne pose pas les mêmes problèmes que l'adhésion à l'OTAN. Et l'OTAN, c'est pas simplement un problème d'autodétermination de l'Ukraine. On pourrait dire de toute façon, c'est d'abord aux Ukrainiens de décider, mais ça n'est pas que aux Ukrainiens. Il y a un vrai enjeu mondial de à quoi sert l'OTAN et pourquoi l'OTAN existe encore. Et donc une campagne, et là je pense que c'est une campagne, quand on parlait d'une réponse alternative au campisme, une des dimensions concrètes que devrait avoir une nouvelle campagne internationaliste et anti-impérialiste mondiale, c'est une dimension antimilitariste sur les dangers d'une nouvelle guerre nucléaire, le type d'armements qui se sont développés favorise cette espèce d'utopie réactionnaire d'une guerre sélective à distance qui renforce les risques de guerre nucléaire, sans parler du déploiement des armements qui se sont faits, avec y compris une logique aujourd'hui de renégociation de traités. Alors, en dehors de la question de l'OTAN, il y a la question du contrôle concret des déploiements militaires. Et là, effectivement, il y a place, venant de Russie, des États-Unis, de toute l'Europe, et notamment de l'intérieur de l'Union européenne, à une campagne pour une mise à plat de tout ce qui est le déploiement des dépenses militaires. Et alors, évidemment, nous sommes confrontés en France, évidemment, à un pouvoir de Macron qui voudrait bien remplacer la force de l'OTAN pour proposer à l'Union européenne d'avoir sa force d'intervention spécifique appuyée sur la force militaire française. Ouais. Bah, je te remercie d'être arrivé sur ces éléments-là parce que finalement le temps tourne. On n'aura malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail d'absolument toutes les dimensions de cette affaire. Je renvoie déjà, je le referai tout à l'heure, mais aux articles qui sont écrits sur ton site. Donc c'est csamary.fr, tout attaché. csamary.fr pour avoir plus de détails. Mais finalement, pour repartir de là où tu es arrivé, est-ce que finalement, ce qui se passe là autour de l'Ukraine, et dans quelle mesure c'est quelque chose qui est révélateur de notre temps, quoi, de notre époque, qui est le temps, l'époque d'une crise sans fin du système capitaliste, une crise multidimensionnelle, hein, économique, sociale, politique, écologique, sanitaire, une crise sans fin qui exacerbe les contradictions ou en tout cas les rivalités qui peuvent exister entre les principales puissances à l'échelle internationale, donc sur le terrain économique, sur le terrain politique, les jeux de zones d'influence, etc. La question de la raréfaction de certaines sources d'énergie. Donc c'est cette époque-là dans laquelle on est. Et dans quelle mesure, voilà, ce qui se passe là en Ukraine est l'expression de tout ça, et y compris la tension militaire assez inédite, finalement, est révélatrice d'une époque qui pourrait redevenir, sans vouloir faire dans le catastrophisme, hein, mais qui pourrait redevenir une époque de guerre plus directe, on va dire, entre grandes puissances, parce que on n'a pas oublié que ces dernières années, les conflits armés se sont multipliés, des millions et des millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de morts, mais là on a l'impression qu'on est en train de franchir un cap, quoi, avec peut-être des points de non-retour. Donc finalement, pour reformuler la question, l'Ukraine révélatrice finalement d'un monde qui nous entraîne dans sa chute, avec le risque, comme tu le disais, d'une conflagration d'une échelle qu'on pouvait difficilement soupçonner il y a encore quelques années.
Absolument. Tu as bien résumé la situation et l'Ukraine est effectivement comme une ligne de faille entre deux grands systèmes et plusieurs grands enjeux mondiaux. D'une part, effectivement, bon, une crise réelle, mais le maintien d'une puissance impérialiste états-unienne, Union européenne, mais qui sont des puissances en crise, des puissances instables. Et ça, Poutine le sait. Donc, avec l'enlisement Afghanistan, avec la confrontation, enfin, les crises internes, l'instabilité interne aux États-Unis, l'instabilité interne à l'Union européenne, etc. Mais qui restent des puissances réelles, d'une part, avec des enjeux militaires et des enjeux énergétiques, en dehors des enjeux socio-économiques qui sont évidemment à l'ordre du jour partout, de démantèlement de tout ce qui pouvait être des protections sociales héritées du passé. Et de l'autre côté, une puissance montante qui est elle-même confrontée à des problèmes internes, parce que Poutine a été contesté, y compris sur le plan électoral, de façon relativement importante dans la dernière phase, et sur le plan social, il y a des mouvements internes de contestation. En même temps, je ne crois pas du tout, d'après ce que disent y compris les camarades de Russes, qu'actuellement, il y ait la volonté pour Poutine d'essayer de se consolider comme une puissance guerrière qui irait envahir l'Ukraine. Il n'y a pas, semble-t-il, une préparation à l'intérieur de la Russie à une guerre totale en Ukraine. Par contre, il y a bel et bien effectivement l'exploitation d'un sentiment patriotique et d'un sentiment d'humiliation d'une grande puissance passée, et avec la volonté pour Poutine d'utiliser la fragilité des impérialismes classiques, si je puis dire, et la force de frappe socio-économique et militaire du côté de la Chine d'une part, et sa propre force de frappe militaire, pour essayer de négocier à la table des grandes puissances, parce que c'est ça finalement l'enjeu du déploiement, pouvoir venir à la table des grandes puissances et ne plus être méprisé comme inexistant, pour un partage du monde, un partage des sphères d'influence dans lequel se jouent les éléments d'armement et les éléments énergétiques, fondamentalement, sur la base d'un contrôle, d'une exploitation des populations. Alors face à ça, le, tout choix qui revient à choisir un moindre impérialisme contre un autre dans cette recomposition, y compris de minimiser les effets négatifs de l'expansion chinoise, serait suicidaire et un désastre. Mais il y a par contre des possibilités de point d'appui face à des enjeux mondialisés. La pandémie révèle à la fois des enjeux mondialisés derrière la pandémie elle-même, mais aussi derrière la destruction des services de santé à l'échelle internationale, et derrière les relations commerciales qui se sont nouées par les firmes internationales, par les grands traités, etc., qui créent un énorme désordre mondial avec des risques, comme tu le dis, de conflagration et d'une multiplicité de conflits. Et la mobilisation, effectivement, par en bas, en essayant de nouer des liens, alors d'une part des liens continentaux sur plusieurs continents et intercontinentaux, mais des liens continentaux sur le plan européen qui mettent à plat et remettent en cause les traités existants, et qui développe une autre logique, et une autre logique qui est en même temps solidaire des peuples du Sud, des peuples du reste des autres continents, sur, d'une part, l'enjeu mondial de la démilitarisation et de la question donc nucléaire, deuxièmement, l'enjeu des monnaies, avec la remise en cause évidemment de la domination du dollar, et face à ça la nécessité d'une réflexion alternative sur des systèmes coopératifs et non pas de domination monétaire, et évidemment les questions énergétiques avec un enjeu socio-écologique derrière ça. Évidemment, c'est-à-dire le fait qu'aucune des puissances
qu'on a évoquées, de quelque bord qu'elles soient, n'est actuellement en mesure de répondre de façon progressiste, évidemment, c'est le contraire, à cet enjeu majeur qui est la crise à la fois sociale et environnementale qui menace l'humanité. Et donc, la nécessité, effectivement, d'une démarche qui concerne un anticapitalisme radical et la remise en cause des institutions à la fois militaires, monétaires et socio-économiques, financières de ce système, de cet ordre mondial, c'est évidemment ça qu'il s'agit de construire et ça ne peut pas se construire à l'échelle nationale. C'est un enjeu fondamentalement international qui met à l'ordre du jour donc la reconstruction, la construction d'alliances par en bas anti-impérialistes, progressistes, pour une justice sociale et environnementale contre tous les rapports de domination, de genre, de classe, de sexe et raciste, contre notamment le racisme qui est actuellement une des dimensions mondiales des conflits. Alors, bah, tu m'amènes sur un plateau la dernière question et tu y as déjà en partie répondu. Parce que ce vers quoi je voulais aller, c'était cette idée qu'on a assisté ces dernières années à des mobilisations internationales, et notamment dans la jeunesse, sur les questions féministes, sur les questions antiracistes, sur les questions écologiques. Et on voit que se construit, alors sinon un mouvement, mais au moins une conscience à l'échelle internationale, avec par moments une cristallisation sous forme de mouvement, avec des mobilisations simultanées dans des dizaines de pays qui regroupent des millions de gens. Alors, n'est pas nécessairement absente la dimension, on va dire, anti-guerre, anti-impérialiste et anti-militariste, mais on constate que par rapport à d'autres époques, et je pense que toi, par exemple, qui as connu dans ton militantisme, notamment les mobilisations contre la guerre du Vietnam, quoi, qui ont soudé une génération, qui ont constitué une génération politique à l'échelle internationale, finalement, qu'est-ce qui... Alors, c'est pas te demander quelle est la solution, mais c'est dans quelle mesure il y a une bataille spécifique à mener pour réintroduire ou pour introduire ou pour enrichir de cette dimension anti-guerre et anti-impérialiste, cette conscience internationale qui se construit. Et est-ce que tu as en tête des expériences qui peuvent exister dans d'autres lieux que les métropoles les plus occidentales? Et je pense entre autres que en Asie du Sud-Est, par exemple, il y a par rapport à la question du nucléaire, par rapport aux questions de guerre et de menaces, il y a quand même des mobilisations beaucoup plus fortes que ce qu'on peut voir dans les pays occidentaux. Mais voilà, comment quand on est militant ou qu'on a des idées de gauche radicale, internationaliste, et qu'on se sent concerné par ces mobilisations internationales et qu'on se sent préoccupé par ces menaces de conflagration, finalement, comment on essaie de mener de front en intégrant cette dimension antimilitariste à nos combats du quotidien, quoi. Oui, c'est une énorme difficulté. J'ajoute à la difficulté d'ailleurs que par rapport à l'époque que tu évoquais, notamment des grandes mobilisations sur la guerre du Vietnam, une des grandes différences, c'est que aussi, donc, ces guerres se menaient avec des armées qui mobilisaient des populations, alors que maintenant il y a de plus en plus des armées de métier, hein, et une transformation des appareils militaires à l'échelle internationale pour être avec l'objectif des forces dominantes d'être moins vulnérables à une critique politique et une mobilisation populaire d'en bas, justement. Alors, c'est une vraie difficulté. Je pense un des premiers moteurs de de l'insertion d'une dimension antimilitariste à l'intérieur des mobilisations que tu évoquais tout à l'heure sur les enjeux écologiques et sociaux, etc. Bon, c'est la crainte effectivement d'un vrai danger. Avec donc la mise à plat des déploiements militaires avec donc ça c'est le premier point, le vrai danger. Donc deuxième point, c'est que les budgets militaires
sont autant de sommes colossales qui pourraient être dépensées, déployées sur des enjeux de santé et des enjeux sociaux. Donc, la possibilité d'une argumentation massive de contrôle de ce que sont les budgets et de mise à plat des budgets. On peut, sur ce plan-là, s'appuyer aussi sur la question des dettes publiques et des mobilisations qui ont été menées notamment par le CADTM, le Comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde et des dettes illégitimes, pour mettre en évidence derrière les budgets notamment tous les budgets qui servent à une politique de grande puissance qui est absolument incontrôlée et qui détourne des millions et des millions de dollars, d'euros et autres par rapport à d'autres investissements sociaux nécessaires. Bon. Et alors, en ce qui concerne les capacités de mobilisation, bon, il y a eu je pense qu'on est extraordinairement fragile. J'ai malheureusement très peu d'exemples à donner de façon immédiate sur ce que l'on pourrait faire, mais je pense que c'est une tâche qu'il faut se fixer. Et il faut se la fixer en s'appuyant sur la question ukrainienne, précisément parce qu'elle permet de relier des éléments aux États-Unis, en Russie, en Ukraine et dans l'Union européenne, c'est-à-dire et du côté bon, alors la Chine c'est plus loin, mais là sur le terrain direct autour de la question de l'enjeu ukrainien, donc prendre contact et prévoir des réunions, des conférences et des liens avec les forces anti-guerre qui s'expriment en Russie, en Ukraine et dans l'Union européenne, c'est un élément clé autour d'un angle d'autodétermination d'une part de l'Ukraine et de contestation de la présence russe d'une part aux frontières de l'Ukraine, donc un retrait comme mot d'ordre, retrait des forces russes et en même temps démantèlement de l'OTAN. Donc je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur les questions clés que mettent à l'ordre du jour et les dangers majeurs que mettent à l'ordre du jour l'Ukraine, avec en même temps la possibilité de combiner cette dimension antimilitariste avec une autre dimension éco-socialiste sur les questions énergétiques. Hein. Donc, et là, on a évidemment en France, à cause de la dimension militaire du pouvoir macroniste, à cause de la dimension nucléaire du pouvoir français, beaucoup de choses à dire pour exiger effectivement un contrôle populaire, démocratique et par en bas d'une alternative démocratique et éco-socialiste sur les enjeux à la fois énergétiques et sur les problèmes de sécurité en disant mais quel est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Et en mettant en évidence le fait que les causes d'instabilité et de crise fondamentale, elles sont l'insécurité sociale et non pas fondamentalement les questions militaires. Il n'y aura pas de victoire et de stabilisation en Ukraine par la guerre. C'est donc fondamentalement autour des enjeux socio-économiques et démocratiques qu'il faut mettre l'accent. Bon, je pense Eh que... ben écoute, merci beaucoup. On n'a pas fait tout le tour, mais on a déjà vu beaucoup de choses. Donc merci beaucoup à toi. Je le redis, on peut retrouver une grande partie de tes écrits sur ton site, donc csamari.fr, qui doit s'afficher en bas de l'écran actuellement. Voilà, et on aura probablement l'occasion, malheureusement, dans les jours et les semaines qui viennent, de revenir dans notre presse, papier, internet, et dans nos vidéos, nos émissions, sur la situation en Ukraine et autour, qui porte en elle bien des enjeux, mais comme tu le disais, concentre en elle aussi bien des dimensions de ce que devrait être aujourd'hui la lutte contre le capitalisme et ses dégâts. Et une union basée sur l'autodétermination des peuples. Et une union basée sur l'autodétermination des peuples. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas le NPA qui démentira l'importance du droit à l'autodétermination des peuples, y compris des peuples toujours colonisés par la France. Et ben merci encore à toi, Catherine, et on te dit à très bientôt. À bientôt.